Merci de nous préférer et sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom. Vous le savez, c'est l'émission de décryptage et d'analyse de la télé du 21e siècle qui vous permet d'avoir une vue large et profonde sur l'actualité nationale, mais également c'est le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité. Alors dans cette émission, nous parlons du rôle et de la place des actrices de développement, notamment les femmes de Guinée, avec notre invité. Parcours de cette émission consacrée essentiellement sur la question de la femme. Elle n'est autre que Madame Aminatou Bari, conseillère contractuelle au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Avec elle, nous aborderons des questions consacrées essentiellement à la vie de la femme guinéenne. Également dans cette émission, nous aurons en direct du côté de la France, Madame Fatoumata Camara. Elle est la présidente de l'ONG Initiative Femmes de Guinée, également qui s'exprimera sur la participation de la femme dans l'action publique en Guinée. Madame Camara, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission. Bienvenue dans Starcom. Merci, le plaisir est partagé. Cette première pour la découverte de la télé Star 21 TV, qu'est-ce que ça vous dit? Bon, mais je trouve que c'est intéressant. Je vais découvrir et à partir d'aujourd'hui, je vais certainement la suivre plus régulièrement. C'est un plaisir pour nous également de vous avoir dans cette émission, sur ce plateau Starcom. Alors, on va commencer cette émission par cette première question parce que le débat fait rage en termes de rapport entre l'émancipation de la femme et le poids de la tradition. Selon vous, quel regard portez-vous sur la tradition par rapport à l'émancipation de la femme africaine en général et plus particulièrement guinéenne? Bon, la tradition... je vous dis d'ailleurs, moi je suis très traditionnaliste. Ah oui. La tradition, je pense que c'est important parce que c'est notre culture. C'est le fondement de notre être. Donc c'est important la tradition. Mais l'émancipation de la femme aussi, c'est important. Parce que les femmes constituent plus de la moitié de l'humanité. C'est valable un peu partout, même en Guinée, dans toutes nos communautés. Je crois qu'il faut allier les deux. Il faut savoir préserver notre tradition, notre culture, mais cela ne devrait pas entraver le développement, l'émancipation de la femme. Alors, quand même, pour ceux qui parlent de ces aspects négatifs de la tradition, on peut citer entre autres, dans la tradition, la femme n'a pas de voix, avec ce pouvoir notamment patriarcal. Il y a également des persistances de pratiques comme l'excision. Est-ce que, selon vous, malgré tout cela, la tradition a la place et ça peut être également un aspect positif pour l'émancipation de la femme? Bon, la femme n'a pas de voix, c'est un peu relatif. Vous savez qu'il y a un proverbe africain, je le disais récemment à un groupe de femmes de ma commune. On dit souvent que les barbes disent le jour ce que les tresses disent la nuit. Ce qui signifie que souvent, quand les barbes sont réunies, ils portent un peu la voix des femmes. Donc je pense que c'est un peu relatif. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a quand même des pratiques qui peuvent être néfastes pour la femme. L'excision, moi je suis personnellement contre, mais c'est quelque chose qui est ancré depuis des siècles. Donc il faut vraiment une démarche, disons, pédagogique pour que les gens abandonnent petit à petit. C'est fait quand même depuis quand même une trentaine d'années. Il y a des femmes, des vaillantes femmes qui se sont battues dans ce pays pour cela. Peut-être que j'en fais partie, mais derrière pas en avant-plan. Et on s'est beaucoup battu pour que ça cesse. Et je pense qu'il y a une loi. Malheureusement, chez nous, comme toutes les lois, la plupart des lois... On est champion en adoption. On est en adoption, mais on ne respecte pas. Sinon, en fait, aujourd'hui, c'est interdit. Moi, actuellement, je suis vice-maire d'une commune rurale. Donc, j'essaie d'expliquer aux femmes, d'abord de les sensibiliser et d'après de leur dire que c'est interdit. C'est assurément que l'excision, quand même, c'est une atteinte à l'intégrité de la femme. Alors, il y a un autre constat quand même qu'on fait par rapport à la question de l'émancipation de la promotion de la femme, c'est qu'on a constaté en Guinée, il y a une sorte d'encouragement de la scolarisation des jeunes filles, mais la triste réalité est que ces jeunes filles-là qui, en nombre, sont scolarisées, mais au bout de rouleau, rares sont parmi ces filles-là qui parviennent notamment à terminer les études. Selon vous, ça s'explique par quoi et qu'est-ce qu'il faut pour remédier cette tendance? Bon, écoutez, il y a quelques années, j'ai suivi à la télévision
le compte-rendu d'une étude, je crois, qui avait été conduite par le professeur Bano Bari, qui est conseiller du président de la République, et justement sur cette problématique. Et la conclusion qu'il avait donnée globalement, si je me rappelle bien, c'est qu'en fait, on ne donne pas le temps à la femme. On ne donne pas le temps à la jeune fille. On est pressé de l'amener ailleurs. On est pressé de la marier. On est pressé qu'elle devienne, si vous voulez, disons... femme de foyer. Qu'elle soit utilisée pour avoir des rapports de la famille avec d'autres familles, soit qu'elle soit utilisée pour avoir des revenus. Donc on ne lui donne pas le temps d'évoluer. C'est un peu pour ça. Et notre société est telle aussi qu'une femme en dehors du foyer, il y a toujours un hic. On a l'impression qu'elle n'a pas toute sa valeur. Oui. Et donc le mariage, à un certain âge, on se dit qu'au-delà d'un certain âge, elle ne peut plus se marier. Oui. Donc on essaie de faire vite pour qu'elle se marie, pour qu'elle ne puisse pas donc perdre l'opportunité d'être mariée, ce qui l'empêche d'aller loin. Oui. Donc vous avez très peu de femmes qui peuvent continuer jusqu'à faire des études post-universitaires, faire par exemple un doctorat. Tout cela est très compliqué pour la femme. Si la femme ne rencontre pas par exemple un mari qui est compréhensif, elle est stoppée net. Ou des parents qui sont compréhensifs. Ou des parents qui sont compréhensifs, elle est stoppée. Ceci dit, j'aimerais dire sur ce plateau quelque chose qui m'a toujours taraudé l'esprit, c'est que vous avez un lieu comme Yemberen. Je pense que beaucoup de personnes ne savent pas ça. Le monsieur qui s'appelle Thierno Serif Yemberen, qui était le chef du canton de Yemberen, avait fait la promotion de la scolarisation de la jeune fille. C'est très peu connu, mais moi je le sais parce que je suis rentrée à l'école à Yemberen en 1958. Et à l'époque déjà, vous pouviez voir des vieilles femmes fatiguées en train de faire leur coton ou de faire leur lifa, parler français. Il avait encouragé les femmes à aller à l'école, et je crois même ses filles étaient allées à l'école. Il y a beaucoup de femmes qui avaient atteint un certain nombre. D'ailleurs, j'aimerais bien initier un jour qu'on fasse un prix Thierno Chérif Yemberen pour la scolarisation de la jeune fille, commune, parce qu'il a été vraiment le précurseur de la scolarisation de la jeune fille en Guinée. Mais ça pose, j'avoue, problème. Parce que quand vous allez, moi je suis dans une commune rurale, quand vous allez dans les petites classes, jusqu'au niveau il y a assez de filles. Il y a plus de filles que de garçons d'ailleurs. Mais dès au lycée, au collège. Mais plus elles évoluent, dès qu'elles arrivent au collège, on commence à les sortir. Et je suis au regret de constater qu'encore aujourd'hui, on marie des filles. Alors vous qui êtes conseillère au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour notamment, je ne sais pas, inverser cette tendance pour qu'il y ait plus de femmes, notamment dans les études supérieures? C'est d'abord la sensibilisation, l'encouragement. Parce que dès que les femmes généralement finissent la licence, il y a un mari qui est prêt. Et souvent, on est marié, et quand on est marié, c'est très difficile. Et donc, faire la recherche avec le mariage, si le mari n'est pas compréhensif, ce n'est pas. Mais aujourd'hui, nous avons une cellule genre au ministère qui est très, très dynamique. On essaie quand même d'encourager les jeunes. Vous savez, les études sont prises en charge généralement gratuitement en Guinée jusqu'à la licence. Mais après, le master, ça devient payant. Et aujourd'hui, au niveau du ministère, il y a quand même un programme qui encourage les femmes à faire un master et une prise en charge pour la femme. Il y a beaucoup de femmes actuellement qui sont prises en charge. Et je crois que ça va être lent. Vous savez, le changement des pratiques, le changement des traditions, c'est quelque chose de long, c'est quelque chose de lent, mais il faut être engagé, il faut qu'il y ait une volonté pour le faire, et normalement on devrait pouvoir y aboutir. Alors parlons à présent de la relation ou cette compatibilité entre la femme, au fond, ce qui est fonctionnaire ou qui exerce son métier, qui a accepté d'étudier, mais il y a un autre problème qui est constaté aujourd'hui en Guinée, c'est qu'il y a une véritable casse-tête en ce qui concerne la gestion de la vie du foyer et son travail professionnel. Vous qui avez fait quand même un parcours excellent dans ce sens, parce que des études jusqu'aux jours d'aujourd'hui, vous avez géré assez de choses. Quel est votre secret? Comment est-ce que vous faites pour pallier les deux? Bon, un de mes secrets, c'est que j'ai eu l'avantage de rencontrer mon compagnon, mon mari, mon défunt mari, oui, sur les bancs de l'université. Que son âme repose en paix. Sur les bancs de l'université. Et c'était un monsieur assez ouvert, un monsieur assez progressiste.
et donc qui m'a aidé, qui était derrière moi, qui m'a beaucoup aidé, même dans la rédaction de mon mémoire. Il était l'assistant de mon consultant et qui m'a beaucoup aidé et qui a vraiment beaucoup œuvré pour que j'aille de l'avant. Donc, je ne peux pas dire que je suis vraiment un exemple typique dans ce sens, parce que moi, j'ai eu plutôt un mari qui m'a encouragé à aller le plus loin possible. Donc, quand j'ai décidé, j'avais été donc retenue, parce qu'à l'époque, à l'université, dès que vous finissez, on prend un certain nombre qui deviennent des homologues, donc qui travaillent avec des professeurs titulaires, des enseignants, et qui sont appelés à être enseignants. Donc j'ai commencé très tôt à enseigner comme assistante à l'époque homologue à l'université. Et après, on vous envoyait aussi pour faire des études post-universitaires, parce qu'on supposait qu'il faut avoir le doctorat pour rester à l'université, pour rester dans la recherche. Donc je suis allée à Moscou, où j'ai fait 5 ans, à l'Institut d'économie nationale, pour faire le doctorat. Et mon mari a encouragé cela. Et je suis même partie au départ seule, après je suis partie avec mes filles. Et bon, j'avoue que ce n'était pas très facile, mais j'ai pu m'organiser parce que j'avais quand même la volonté d'y arriver. Je me suis dit, aussi loin que peuvent aller les hommes, je peux. Voilà. Mais je crois que l'éducation y est pour beaucoup. Dès le départ, depuis ma tendre enfance, et dans notre famille, on n'a pas fait de différence entre les filles et les garçons. Oui. On nous a donné, la conception de l'espoir de la famille, on misait non seulement sur les filles, mais sur les garçons. On nous a mis ensemble à l'école. À aucun moment, je n'ai senti dans ma famille qu'on voulait que je sorte de l'école pour me marier. On voulait que j'aille le plus loin possible. Mon père voulait que j'aille le plus loin possible. Mon oncle avec lequel j'ai grandi, où il y avait beaucoup de cousins, vous savez, c'était un peu la pratique, comme tout le monde n'avait pas les possibilités. Il avait pris tous les cousins du village et tout, on était très nombreux. Il y avait beaucoup de filles, mais on avait les mêmes droits. On jouait même au football avec nos frères. Dès qu'il n'y avait pas de place, il y avait un qui manquait, il nous mettait là pour jouer avec eux. Donc je pense que cet environnement est très important. Et souvent, actuellement, quand on parle de l'émancipation de la fille, on essaie de sensibiliser depuis des années pour dire aux parents, aux futures mères, parce que c'est là où ça commence. Si vous-même vous élevez vos enfants en disant qu'il faut que les garçons aillent jouer au football et que les filles fassent la cuisine, vous créez déjà des complexes. Et je pense que c'est dès le départ qu'il faut donner dans les familles, qu'il faut donner l'égalité de chance aux filles et aux garçons. Alors, on va parler d'une loi quand même qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive en Guinée. C'est la loi anti-polygamie qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Ça a suscité beaucoup de réactions. Vous, en tant que, d'abord, conseillère du département, pourquoi pas mère ou femme intellectuelle, quel est le regard que vous portez sur cet acquis? Est-ce qu'on peut parler de victoire pour les femmes ou bien c'est pas encore le cas? Bon, on peut dire assurément que c'était une victoire. La loi, elle date, je crois, de 1968-69, elle est assez... Et en fait, je ne me rappelle pas qu'elle ait été abrogée. À un moment donné, j'ai essayé de discuter de ça avec certaines personnes et je leur ai dit, écoutez, il faudrait qu'on aille voir quand même à l'Assemblée pour leur dire que la loi n'est pas abrogée. Donc, en fait, elle n'est pas respectée. Et à l'époque, la personne m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le président est polygame, le président de l'Assemblée est polygame, le Premier ministre est polygame, vous voulez faire votre... Où est-ce que vous voulez aller? On vous dit, vous êtes issu de la polygamie. Voilà, où est-ce que... Mais j'avoue que quand j'étais à l'université, effectivement, on s'est battu pour ça, on avait des slogans. Mais avec le temps, à un moment donné, je me suis dit, attends, enfin, au nom de quoi, moi, je me considère femme intellectuelle, je veux pas de la polygamie, au nom de quoi je parle, au nom de l'autre. Peut-être que la femme qui est à côté, elle se sent mieux dans la polygamie. Parce que ce qui s'était arrivé, j'ai une amie qui était effectivement qui est très activiste aussi, qui un jour est allée acheter du poisson. Et puis quand elle a dit à la dame, il faut écailler le poisson pour moi. Elle a dit, mais attends, pourquoi? Elle dit, non, je ne peux pas faire ça. Elle dit, mais attends, il faut te chercher une coépouse. Il dit, tu sais, le travail à la maison, il y a beaucoup de... c'est très prenant, donc il faut avoir une coépouse pour t'aider. Donc, effectivement, et moi, ma mère, par exemple, me dit qu'elle disait à mon mari, il faut épouser une deuxième femme, parce qu'il faut 2 femmes pour s'entraider. Et donc, si cette femme a cette conception, c'est quand même difficile que je me substitue à elle pour dire non, moi je suis contre la polygamie de façon catégorique. Alors, si vous permettez, on va aller avec cet extrait qui est consacré à la vie d'une femme en activité. Nous avons tendu notre micro à l'une des battantes de la société guinéenne qui mène notamment vie de société, vie de foyer et vie professionnelle. Il y a quand même une relation difficile à gérer. On suit cet extrait, on revient juste après. J'étais plus que les hommes. Parce que quand moi j'apparais,
quand les enfants se regroupent, j'apparais. Les enfants courent. Moi-même, j'ai peur pour ne pas qu'ils se blessent. C'est ce qui a fait que j'ai été nommée comme DDE, directrice des études. Un jour, quand les enfants ont grévé, tous les professeurs se sont cachés quelque part. Moi, j'étais dans la cour. Les enfants lapidaient. J'étais arrêtée dans la cour. Ça s'est passé à la présence d'un chef. Maintenant, quand ils ont voulu nommer, c'est quelqu'un qui m'a expliqué. Quand ils ont voulu nommer, lui-même, il a dit, un jour, quand les enfants ont lapidé, j'ai vu une dame qui était arrêtée dans la cour, qui parlait aux enfants, qui gesticulait. Est-ce que la dame-là, on ne va pas nommer cette dame-là? Est-ce qu'on ne va pas nommer cette dame-là comme directrice des études? Les autres ont accepté. Lui-même ne connaissait pas mon nom. En ce temps, c'était au temps de M. Bernard. Il a appelé. Certainement, je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Ils m'ont nommé comme directrice des études, mais comme surveillante. J'ai duré dans la surveillance. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai été nommée comme directrice des études. Là-bas aussi, je me bats. En tout cas, je travaille à ma façon. Et cet élément de la rédaction prouve à suffisance qu'il y a une sorte de véritable problème en ce qui concerne la promotion des femmes dans les services publics. C'est pour vous dire le sacrifice qu'elle a consenti pour notamment mériter son poste. Mais avant de poser la question à notre invité sur notamment son regard de la vie de la femme dans la société guinéenne et pourquoi pas sa vie particulière, notamment parcours scolaire et universitaire, sa vie professionnelle et les actes majeurs qu'elle a eu à poser au compte notamment du PACV. Je rappelle quand même qu'elle est l'une des actrices de ce programme national. Toutes ces questions seront répondues dans cette émission juste après la pause et on revient juste après. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. Des retours sur ce plateau des Starcom consacré essentiellement à la femme guinéenne dans la société. Et aujourd'hui, il faut dire que nous avons un invité de parcours qui est difficile. Il faut le dire quand même, la présence est un honneur pour nous dans cette émission à la personne de Madame Aminatou Bari. Je rappelle qu'elle est conseillère au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Alors, on parlait avant d'aller avec l'extrait consacré à cette femme battante de la polygamie. Vous n'aviez pas terminé notamment votre position sur là-dessus. Non, bon, ma conclusion c'est quoi? C'est que personnellement, je suis contre. Pourquoi? Parce que, en fait, un homme égale une femme. Et c'est vraiment préférable. La polygamie a beaucoup d'aspects. Vous ne voulez pas une femme pour vous aider? Non, je n'en ai pas eu. Donc là, je ne peux plus savoir si c'était important ou pas. Mais je me dis que je respecte celles qui pensent qu'il faut être dans un ménage polygame. Donc je me dis que... Mais quand même, je pense que ce serait bien de respecter la loi. Bon, je ne sais pas où elle en est actuellement. Je sais que ce n'est pas très facile. Mais je sais que chaque fois je dis aux hommes, je dis, imaginez-vous si vous étiez obligé de partager votre femme. Ah non, c'est pas... Je dis, mais alors... C'est une hypothèse. C'est une hypothèse que vous ne voulez pas, pourtant, même si la société ne l'accepte pas, mais en fait, c'est le même sentiment. Le sentiment, il est le même. Alors, mais ceci dit, s'il y a des personnes qui sont vraiment pour la polygamie, moi, je ne peux pas leur dire non. Les femmes, elles ont raison. Alors, si vous permettez, nous allons partir du côté de la France pour notamment recevoir dans cette émission en direct Madame Fatoumata Camara, présidente de l'ONG Initiative Femmes de Guinée. Madame, bonjour et bienvenue dans Starcom. Alors, nous vous recevons dans cette émission consacrée essentiellement à la vie de la femme et vous, en tant que présidente de l'ONG, quand même qui... Excusez-moi, je vous entends de très loin. Je ne sais pas si c'est... Allô? Oui. Bienvenue dans l'émission Starcom, madame. Excusez-moi, vous dites? J'ai dit bienvenue dans notre émission Starcom consacrée aux femmes de Guinée. Alors, la première question, c'est de savoir, vous qui êtes activiste de la question de la femme, quel est votre regard sur la parité entre hommes et femmes dans l'administration publique, dans les institutions
et pourquoi pas dans les partis politiques? Je vous remercie pour la question parce que aujourd'hui, nous avons bien remarqué que l'intention de l'État dans ce sens est salutaire, mais il reste encore beaucoup à faire. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que sur les listes électorales, je ne sais pas c'est dû à quoi, mais on n'a pas remarqué beaucoup de femmes sur les listes électorales. Donc, on espère que les partis politiques vont essayer encore de revoir les choses si ce n'est pas trop tard. Mais en ce qui est par rapport à des postes de prise de décision, nous avons vu ces derniers temps que le gouvernement a essayé de faire beaucoup d'efforts. On a vu que ces derniers décrets, il y avait aussi beaucoup plus de femmes qui ont été promues à des postes de responsabilité. Alors, madame, parlant de l'émancipation de la femme, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un refus en ce qui concerne notamment de l'implication ou de la prise en compte de la femme, ou bien c'est les femmes elles-mêmes qui doivent se battre pour arracher tout ce qu'il y a comme promotion dans les services publics de l'État? Oui, mais on va pas, vous n'allez pas nous retourner en arrière en disant qu'être femme est un handicap. Aujourd'hui, les femmes se battent. Les femmes doivent se battre, se lever parce que déjà on a un poids, on a notre culture, nos coutumes qui ne jouent pas à notre faveur. Donc, à cela n'empêche, en Guinée aujourd'hui, la population guinéenne est majoritairement féminine. Et on remarque dans chaque sphère, à chaque niveau d'entrepreneuriat, on va dire dans chaque domaine. Aujourd'hui, moi, de mon côté, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs. Et on a remarqué aussi qu'il y a beaucoup de femmes dans les postes de décision. Donc, en 2019, là, nous avons remarqué une légère amélioration dans ce sens. Et je salue l'État pour cette volonté. Et aussi, j'aimerais bien que les femmes prennent leur destin en main en s'engageant dans les partis politiques. Parce que l'engagement n'est pas que de rester au premier échelon du militantisme. Déjà, j'ai remarqué qu'en Guinée, quand on veut mobiliser, on appelle les femmes. Et on les met à ce niveau de mobilisation. Donc, il faut que les femmes prennent leur destin en main, qu'on se mette dans les sphères de décision, parce qu'on sait que les lois ne peuvent se changer, on ne peut avoir accès à ce genre de choses que si on est au sein. Donc, vouloir changer la Guinée, vouloir émanciper, cela ne peut que nous envoyer de l'avant. Parce que pour éradiquer aujourd'hui la pauvreté féminine, il faut que les femmes s'engagent, il faut qu'elles s'engagent dans l'entrepreneuriat. Dans tout sorte d'entrepreneuriat, il faut qu'on s'engage, qu'on prenne notre terme. Moi, je pense qu'il y a de l'avancée. Merci, c'était Madame Fatoumata Camara. Je rappelle qu'elle est la présidente de l'ONG Initiative Femmes de Guinée qui intervient dans cette émission depuis la France. Nous allons revenir sur ce plateau avec notre invitée, Madame Aminatou Bari, conseillère contractuelle au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On va parler désormais de votre regard sur la vie pratique des femmes dans le cas général d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une sorte de satisfaction en termes d'évolution de la considération de la prise en compte de la femme dans les instances publiques? Parce que vous rappelez quand même que vous avez occupé beaucoup de postes. À part vous, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la femme guinéenne aujourd'hui dans la vie en général? Bon, moi je pense qu'il faut dire que les femmes, elles se battent. Ce que je ne comprends pas souvent, c'est que dès que vous parlez de parité, on vous dit « Ah oui, mais il faut que les femmes se battent ». Mais il y a des hommes comme moi qui ne se battent pas et qui n'ont aucune valeur de plus que les femmes. Ouais. Mais pourquoi, quand il s'agit des femmes, on ne voit pas les femmes? Et je dis « Mais les hommes, vous les prenez où ?» Je comprends que quand même, il peut y avoir, je vous ai dit qu'il faut donner la même chance depuis la maison, depuis la famille, et évoluer. Et je pense que le jour où il y aura certainement autant de femmes universitaires que d'hommes, et le problème ne se poserait plus. Donc il faut essayer de régler le problème régler le problème depuis la racine. Mais ceci dit, il faut qu'il y ait quelque part une volonté. Je vais vous dire, sous la Première République, il y a une année où les jeunes devaient faire la 13e année, ou un concours. En tout cas, le gouvernement a décidé que pour qu'il y ait plus de femmes, que les femmes ne l'auraient pas fait. Donc les femmes sont passées. Et moi, j'ai eu ces filles à l'université. J'ai eu une classe où il y avait beaucoup de filles. Et ces filles, le jour où un ministre qui est promotionnaire à ces filles
et a voulu nommer, a considéré que les femmes sont meilleures dans la gestion et a voulu nommer des DAF dans tous les ministères. Oui, les jeunes DAF qui ont été engagés dans l'administration guinéenne. Ah oui, je ne parle pas de maintenant. Ce dont je parle, il y a peut-être 15 ans. La première initiative. Voilà, c'était... Et donc, comme ces femmes avaient été formées, donc ce sont ces promotionnaires-là, à ce monsieur, qui se sont retrouvés dans le DAF, dans presque tous les ministères. Il y a des gens qui avaient été formés, qui étaient là, qui en avaient les compétences, et elles n'ont pas démérité. Mais quelque part, il faut une volonté. Moi, à un moment, j'étais chef de cabinet du ministère du Plan. Et le ministre était un de mes camarades de classe du lycée, et je lui ai dit, il faut qu'il y ait des femmes. Les femmes, nous étions battus, parce qu'il faut peut-être rappeler, si on a le temps, un peu l'histoire de la Deuxième République. La Première République, quand même, il y avait une volonté, je dis, il faut reconnaître qu'on se battait pour qu'il y ait la promotion de la femme. On a mis des femmes directrices d'entreprise, vraiment, les femmes ont eu les mêmes chances à l'école. Et jusqu'aujourd'hui, la Guinée est un des rares pays où, à travail égal, vous avez un salaire égal. Ouais. Entre femmes et femmes. Et ça date depuis la Première République, il faut le reconnaître. Ouais. Et donc, à la Deuxième République, au départ, il y a eu un petit hic. Donc, je pense, il faut se le rappeler, le nouveau président, qui, comme il l'avait dit, n'était pas politique, était militaire, a dit, écoutez, les femmes ont beaucoup chanté, dansé, se sont fait voir ici, maintenant allez à vos fourneaux. Donc, il y a eu la Troisième République, rétractation. Le dernier mandat du président, il a dédié aux femmes. Non, la rétractation. Donc, les femmes, mais à un moment donné, nous, on était encore quand même des jeunes femmes dans la... On s'est levé, on a dit non, on ne peut pas accepter que le président ait dit et puis se taire. Donc, il y a eu quand même... il y a eu beaucoup de sensibilisation, oui. Il y a eu beaucoup d'activisme. Moi, je me rappelle un des ateliers qu'on avait eu, et j'avais été porte-parole des femmes devant le président, et j'avais dit qu'il fallait, les gens pensent, quand on parle de prise de décision, les gens voient souvent ministre, et j'ai dit non, il faut aller à la base. Oui. Et ce jour-là, dans le rapport, moi j'ai voulu qu'on mette principal de collège, directeur d'hôpital, etc. Et j'ai cité tout jusqu'au sommet. Et ambassadeur, ministre, etc. Et ça a un peu porté. Quelque temps après, on s'est retrouvés le même jour, on a nommé 4 femmes secrétaires générales, on a nommé 7 femmes, et nous sommes réunis pour dire il faut que nous aussi nous multiplions cela. Et moi, personnellement, dans le ministère dans lequel j'étais, le ministère du Plan, on a mis 18 femmes à des postes de responsabilité. Et chef de section, et chef de division, parce que si elles ne sont pas là, elles ne vont pas être ministres, elles ne vont pas être chefs de cabinet. Et ces femmes sont devenues après ministres. Pour certaines. Donc c'est tout un processus et je pense qu'il y a beaucoup de volonté. Parlons de votre cas, parce qu'il faut dire quand même qu'il y a beaucoup d'interrogations et vous allez donner l'opportunité notamment à ces jeunes filles, dames qui nous suivent notamment dans cette émission. Quelle est la revue ou l'enseignement qu'on peut retenir notamment de votre parcours universitaire, je ne sais pas, votre vie professionnelle, les actes majeurs que vous avez posés notamment au sein de... D'abord, moi, depuis l'école primaire, j'ai considéré que les garçons, nous étions égaux. Ouais. Donc, il n'y avait pas... mes camarades de promotion, je suis de la promotion Mao, mes camarades de promotion, s'ils me voient, ils vous le diront, ils disaient toujours, elle nous a embêtés. D'abord, il faut que les femmes n'aient pas de complexe. On ne doit pas avoir le complexe d'être femme. On doit comprendre que nous avons les mêmes capacités, les mêmes facilités, on peut avoir les mêmes compétences que les hommes. Et ensuite, à tous les postes de responsabilité, j'ai quand même essayé d'être efficace. Quels sont les d'être rigoureuse par rapport à moi-même, et rigoureuse par rapport aux gens, et rigoureuse par rapport aux résultats qui doivent être atteints. C'est pour ça que j'ai été coordonnatrice du programme d'appui aux communautés villageoises, le PACV, pendant 7 ans. Ouais. Et pendant ces 7 ans quand même, j'ai essayé de promouvoir vraiment, peut-être pas l'excellence, mais en tout cas j'ai essayé de promouvoir les résultats, l'atteinte des résultats, la perfection, l'intégrité, le travail, l'ardeur au travail. Et donc ça, je pense que ça fait que mes collègues ont eu du respect pour moi et il y a eu les résultats qu'il fallait. Et de là, je me suis retrouvé membre du gouvernement sans qu'on ne m'ait jamais consulté. Je me suis retrouvé ministre. Et j'ai été ministre pendant 10 mois, mais j'ai essayé quand même de poser des actes. Par exemple, quel département? J'étais ministre du tourisme, hôtellerie et artisanat pendant 7 mois. Et après, j'ai été nommé ministre des Postes et Télécommunications. J'ai pris service un lundi. Le mercredi, la grande grève de 2007 a commencé. Ouais.
Donc j'ai fait pendant les 2 mois ou 3 mois que j'étais au ministère, on gérait la grève. Et donc après, la rue nous a chassés du gouvernement. Alors, mais j'ai toujours essayé quand même, vraiment, de faire le travail, d'être un bon commis de l'État, parce que j'ai toujours été, disons, j'ai toujours travaillé pour l'administration. Alors, parlant de cette expérience et un professionnel, pourquoi pas cadre de semaine, quelle est la chose qui vous a marqué le plus en tant que femme en une minute? Quel est l'acquis ou ce que vous retenez en termes d'expérience qui vous a marqué et que vous voulez aujourd'hui faire partager à ces jeunes qui nous suivent? Qu'est-ce qui m'a manqué? J'avoue que... Qui vous a marqué et qui vous a retenu l'attention en tant que femme? Oui, en tant que femme, voilà, tout ça. Bon, c'est-à-dire que c'est pas facile. Moi, j'ai vu des fois dans les bureaux, des femmes, je ne l'ai personnellement pas subi. Parce que, vous savez, il y a un proverbe qui dit que tu vois la tête sur laquelle tu poses le foulard. Donc, j'avoue que je n'ai jamais quand même accepté qu'on me traite de femme, point tiré. Okay. Et vous avez dans les services des fois, c'est choquant. Vous pouvez avoir un planton qui dit, moi j'ai 3 comme toi chez moi, à la maison. Ah, oui, alors que toi tu es directeur, ou même si tu es chef de division. Et donc c'est des choses qui choquent, mais bon. Merci d'avoir partagé avec nous, pourquoi pas avec cette expérience professionnelle. On va aller vers la deuxième pause avant de revenir notamment sur cette question, votre regard sur la parité entre femmes et hommes dans l'administration et pourquoi pas publique guinéenne, des institutions et des partis politiques, et quelles recommandations faut-il faire notamment pour inverser cette tendance? La réponse est juste après cette pause. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. Merci pour votre fidélité et constance renouvelée à la télé du 21e siècle et également dans cette troisième partie de l'émission Starcom consacrée essentiellement à la vie de la battante guinéenne, les femmes à l'honneur, il faut le dire dans cette émission. On parle maintenant de la parité entre hommes et femmes dans l'administration, mais avant de revenir avec notre invité plateau, on va partir avec cet extrait de Madame Baldé, Djena Baldé, elle est chef de département chargée des études avancées du côté de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation. Elle aussi donne son avis sur la question de la parité, pourquoi pas du sacrifice et courage que les femmes doivent avoir pour mériter désormais leur affirmation dans les instances de prise de décision. Cette parité homme-femme, je vous parle ici aujourd'hui, cette parité homme-femme, malheureusement, elle n'existe pas. C'est un vœu pieux pour l'instant. C'est un vœu pieux parce que si même nous-mêmes on dit qu'il faudrait cette parité, je parle même de l'enseignement supérieur, elle n'existe pas. Au sein des institutions d'enseignement supérieur, elle n'existe pas. On vient récemment de nommer 2 dames pour être là-dedans, mais sur combien d'universités? On n'a pas 30% de représentation féminine encore dans toutes les instances. Comment parler de parité? Vous voyez que le chemin il est long. Donc on n'est pas encore parvenu à le faire. Ces femmes qui sont compétentes, elles ne sont pas nombreuses, mettez-les déjà à des postes de responsabilité. Lorsqu'une femme gouverne, le plus souvent, en tout cas, le plus souvent, dans les 80% des cas, il y a une meilleure gouvernance par rapport à celle des hommes. Donc ça, c'est reflété, ça c'est vrai, on le connaît. Mais chaque fois qu'il y a question de nomination, on privilégie les hommes. Et je ne sais pourquoi. Que je voudrais que nous allions vers la recherche de la connaissance, vers la formation. Et que plus on est formé, vous avez même vu qu'on dit que si une femme est instruite, c'est toute une famille qui est instruite, c'est toute une nation qui est instruite. Donc, plus la femme est instruite, vous allez avoir moins de problèmes de santé, vous allez avoir moins de problèmes de délinquance, vous allez avoir beaucoup de problèmes qui vont être résolus à travers simplement l'éducation de la femme. Merci, c'est à moi de vous remercier. Professeur Djena Baldé, chef de département chargé des études avancées
du côté de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, USEG. Alors, madame, hein, on a vu, hein, elle a une sorte de cri de cœur à vous lancer, hein, parce que là, désormais, on va vers votre département, et vous qui êtes conseillère notamment de ces départements, elle réclame plus de femmes dans, notamment au niveau de ces institutions d'enseignement, que ce soit au niveau de secondaire, pourquoi pas de l'enseignement supérieur. Et vous qui êtes conseillère de ministre, comment est-ce que vous, quelle est votre réaction, hein, par rapport notamment à ces réclamations de cette dame? Moi, je suis entièrement d'accord avec elle. Hein. Et c'est notre combat au quotidien. Elle a raison. Mais il faut beaucoup de volonté. Il faut beaucoup de volonté pour le faire, effectivement. Seulement maintenant, il y a 2 femmes, je crois, qui sont directrices d'institutions. Comme elle dit, sur combien d'institutions? Peut-être qu'il n'y en avait même pas au départ. C'est une petite avancée, mais elle est toute petite. On souhaiterait que ça soit mieux. Mais comme je l'ai dit, c'est dès la petite enfance qu'il faut cultiver. Et il faut beaucoup, beaucoup de volonté. Je vous ai dit que quand moi-même j'étais chef de cabinet, je me suis battue avec le ministre pour avoir 18 femmes à des postes. Mais ce n'est pas tout le monde qui appréciait ça. Mais il faut le faire. Et ces femmes ont toutes évolué positivement. Comme elle le dit, dès que vous confiez la plus petite responsabilité à une femme, elle l'assume. Elle l'assume avec compétence. Elle essaie d'être compétente. Donc il faut essayer. Mais souvent on dit, ah non, on ne voit pas les femmes. Moi j'étais au CNT. On était en train de parler d'une loi, je crois que c'était sur la loi sur la HAC. Et puis, moi, je me battais pour qu'il y ait un tiers de femmes. Elle a dit, mais où on va trouver ces femmes? Je dis, mais attendez, il y a combien de femmes journalistes ici? Il y a combien de femmes journalistes retraitées? Si vous n'allez pas trouver, il y en avait 9, je crois. À l'époque, c'était 9 conseillers, je ne sais pas combien c'est maintenant. Mais vous ne pouvez pas trouver 3 femmes? Moi, je peux vous en citer dans la salle ici, plus que 3. Donc, on n'a pas voulu quand même mettre les 30%. Je ne sais pas compris pourquoi. Les gens te disent, on va aller les chercher. Mais dénichez-le. Monsieur, quand vous allez les dénicher, elles vont faire le travail. Est-ce qu'il faut les dénicher ou bien elles-mêmes, elles doivent s'affirmer déjà? Mais pourquoi on déniche les hommes? Pourquoi on déniche les hommes? On met des postes de responsabilité à des hommes qui ne se sont pas affirmés de manière particulière. Je suis désolé de le dire. Mais quand c'est la femme, il faudrait qu'il y ait l'approche genre. Ce n'est pas femme, homme, etc. Il y a la compétence. On ne doit pas tenir compte du fait que vous soyez femme ou homme pour mettre les gens au poste de responsabilité. Il y a quand même un autre frein à l'émancipation de la femme en Guinée. Non, je suis entièrement d'accord, je l'ai dit. Avec cette nouvelle génération, on a quand même cette impression. Il y a les pesanteurs sociales, mais également la responsabilité comportementale, morale et intellectuelle de ces femmes dont vous faites la promotion aux hommes. Et où est le comportement moral? Qui doit avoir la vie trop facile dans les institutions. Elle préfère sortir avec le ministre au lieu de s'affirmer. Elle préfère prendre le sac de main. Est-ce qu'il y a également... Non, je suis désolé, il y a plus d'hommes qui font ça que de femmes. Oui. Désolé. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Que les femmes veulent s'affirmer juste en prenant le sac. Non, je ne suis pas d'accord. Non, là je ne suis pas d'accord avec vous, tout simplement. Alors, donc je pense que si on déniche les femmes qu'il faut, on les met, elles peuvent être compétentes. Et je pense qu'il faut une grande volonté politique pour le faire. Alors, maintenant, on va se projeter vers l'avenir, parce qu'avec tout ce qu'on a décrit comme constat, réalité qui provoque sur le terrain, est-ce que ça s'annonce meilleur pour l'avenir de la femme en Guinée? Moi, je crois. Elle l'a dit, Yenabou, ma soeur Yenabou l'a dit, elle a dit que la formation, c'est important. Et on a commencé par ça et je reviens à ça. C'est la formation. Parce que quand vous formez une femme, vous formez toute la famille. Parce que moi, comme j'ai été à un certain niveau, j'ai voulu que mes filles aussi aillent loin. Et quand une fille a étudié, elle va avoir le comportement tel que sa fille et son garçon auront la même chance d'aller à la vie. Donc quand on aura vraiment une grande frange de la population qui va penser comme ça, je pense qu'il y aura beaucoup de filles qui vont avoir l'opportunité d'évoluer et l'opportunité donc d'occuper ces postes-là sans problème. Je ne nie pas les pesanteurs et les familles. Jusqu'aujourd'hui, avec la jeune génération, vous avez encore des maris qui ne veulent pas que leurs femmes atteignent un tel ou tel niveau. Ça fait des freins. Et c'est même presque un peu universel. Mais ce sont des tabous qu'il faut dépasser. C'est dans ce sens qu'il faut se battre. Il faut se battre dans la formation. Il faut que les femmes continuent à se battre pour être les meilleures à l'école. Les filles que j'ai enseignées savent
elles pensaient que j'étais contre elles. Elles me le disent aujourd'hui. J'en rencontre qui sont ambassadeurs. En fait, c'est la fille qui sont ou même. femme. Je leur dis, voilà, meilleure. je leur disais, il faut travailler, il faut être les meilleurs. Je les interrogeais souvent. Ça fait que je les obligeais à travailler. Maintenant, elles se rendent compte. Et effectivement, elles sont parmi les meilleures. Beaucoup sont aujourd'hui directrices. Beaucoup, elles sont ambassadeurs. Elles sont un peu partout dans la vie de la nation. Parce qu'il faut se battre. Tant que vous vous battez, il faut se battre pour avoir sa place au soleil. Ça, on est sûr qu'on ne l'aura pas sur un plateau d'argent. Il faut absolument que l'homme se batte pour avoir notre place au soleil. Alors, donc il y a, c'est y a le Madame message que Camara moi qui je peux parlait passer à la jeune tout à l'heure génération. notamment de la place que les femmes doivent occuper notamment dans la vie générale, mais plus particulièrement dans les instances de décision, notamment les partis politiques. Et aujourd'hui, vous, avec le recul, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la femme dans la politique? Mais c'est toujours le même problème. En 2010, nous avons fait, moi je fais partie du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires de Guinée. Nous avons essayé de faire du lobbying. On est allé voir les chefs de partis politiques pour leur dire, mettez les femmes. Ce qu'ils nous disaient, pourquoi vous ne venez pas avec nous? Bon, le problème de politique, il y a déjà, moi je ne me sens pas du tout compétente pour faire de la politique. Et chacun a sa manière de voir. Mais ceux qui sont là, qui ont décidé d'être avec vous, qui sont là, qui se battent, pourquoi vous ne les mettez pas? Parce que je ne sais pas la loi ce qu'elle dit maintenant, mais à l'époque la loi disait que c'est un tiers. Donc normalement on avait dit à ces messieurs des partis politiques que sur la liste vous devez mettre un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Personnellement, moi j'étais reparti voir les listes de tous ces grands partis-là pour essayer de voir, et vous n'aviez pas un seul parti qui avait 5 femmes dans les 25 premiers noms de leur liste. C'est quand même difficile. Nous allons vers les législatives. J'espère, et je leur dis droit dans les yeux, qu'il faudrait que ces politiciens acceptent quand même de mettre les femmes à ces postes-là. Il faudrait qu'on donne autant de chances aux femmes qu'aux hommes pour occuper les postes de responsabilité, que ce soit dans les partis politiques, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans le gouvernement et que ce soit ailleurs dans l'administration. Alors, on va terminer cette émission avec cette dernière question par rapport notamment à la vie de la femme. C'est l'éternelle question du respect et de la promotion des droits de la femme et pourquoi pas des jeunes filles. On a assisté dernièrement en Guinée-Conakry une sorte de phénomène qui est négativement constaté en ce qui concerne le viol de ces petites filles. Ça revient à récurrence et il y a même des protestations à Conakry des associations de femmes pour dénoncer notamment ces viols. Vous qui avez été pourquoi pas l'une des actrices de ces lois qui protègent un peu la femme, comment est-ce que vous voyez l'applicabilité et la protection des jeunes filles ou de la femme en général en Guinée? D'abord, vous m'avez piqué au vif parce que, comme beaucoup de journalistes guinéens, vous avez dit Guinée-Conakry, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. La Guinée s'appelle la République de Guinée. J'ai même posté ça sur Facebook, sur ma page, j'ai posté ça. Oui. La Guinée s'appelle République de Guinée. C'est les autres qui ont eu auxquels on a ajouté quelque chose pour nous différencier. Donc arrêtez de dire Guinée-Conakry, la Guinée s'appelle République de Guinée. C'est noté. Maintenant, je reviens à la question. Effectivement, je suis autant, sinon plus, nous avons été choqués par ce phénomène de viol, surtout de viol de jeunes filles. Mais ce que je peux vous dire, c'est que peut-être que les langues se sont déliées. C'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui était avant caché. Et comme disent souvent les activistes, les moussaïros, il faudrait que la honte change de camp. Parce que c'est en fait les personnes qui étaient abusées, qui se cachaient. Vous avez très peu de jeunes filles qui ont fait leur cursus scolaire, qui n'ont pas été abusées quelque part, d'une manière ou d'une autre, par un professeur, par un enseignant, par quelqu'un, par un membre de la famille, etc. Avant, ça ne se disait pas. Maintenant, ça se dit. Bon, je ne suis pas... comme il y a beaucoup maintenant de presse et tout ça, on en parle, peut-être qu'on dit que le phénomène s'est multiplié, mais peut-être que le phénomène existait depuis toujours, mais que les gens cachaient. Sauf que ce n'était pas vu de la même façon. C'était pas vu de la même façon. Mais ça, je pense qu'il faut avoir une volonté. C'est-à-dire, quand j'apprends qu'une petite a été... Je suis meurtri dans ma chair. Parce que même si c'est une grande personne, le viol, à mon avis, fait partie des choses les plus ignobles sur cette terre. Parce que ça, c'est l'atteinte de l'intégrité de la personnalité. A fortiori, une petite fille, une enfant qui est, disons, qui est sans défense, qui est fragile. Et qui fait que même dans les maisons aujourd'hui, les filles ne sont pas protégées. Parce oui, mais c'est parce que des fois, c'est des membres de la famille. C'est des oncles. C'est des oncles. Moi, j'ai une nièce qui a été enceintée par un frère de son père. Ça existe. Donc,
c'est des choses qui ont existé dans les familles, mais je pense que les femmes, nous devons nous battre, les hommes, c'est encore la projet, c'est tout le monde, c'est les papas, c'est les parents, tout le monde doit se liguer pour ce phénomène, pour se battre pour ce phénomène. Maintenant, moi je vois ma fille, elle a une fille, mais elle ne veut pas que sa fille reste seule avec le chauffeur, elle ne veut pas que sa fille reste seule alors qu'il y a un cousin ou un parent à la elle est devenue à la limite toujours sur la défensive. Paranoïaque, parce que c'est un phénomène, mais il faut dire que c'est un phénomène qui existait, mais c'est un phénomène qui doit être dénoncé aujourd'hui. Il faudrait former les enfants à ce que peut-être même il faudrait qu'on aboutisse à un numéro vert, quand un enfant est abusé, qu'elle puisse appeler maintenant comme c'est aller jusqu'à la condamnation, pour que les gens aillent jusqu'à la condamnation. Alors, nous arrivons presque à la fin de cette émission, madame. Maintenant, on va vous laisser l'écran, cette caméra qui est en face de vous. Vous avez certainement un message à lancer d'abord à l'endroit des femmes guinéennes, pourquoi pas à ces jeunes dames qui parfois démissionnent parce que tout simplement elles sont femmes. Quel est votre message à lancer à l'endroit des femmes de Guinée? Bon, le message à lancer aux femmes de Guinée, c'est un message d'espoir, un message d'optimisme. Il faudrait que les femmes de Guinée se battent comme elles l'ont toujours fait. Et les femmes de Guinée se sont toujours battues, peut-être que ça n'a pas toujours été visible. Elles se sont toujours battues. Il faut qu'on continue à se battre. Et il faut qu'on se batte d'abord dans la famille et qu'on se batte d'abord dans l'éducation. Éduquons nos enfants pour être les femmes de demain, pour être des femmes d'avenir, pour être des femmes battantes. Et évitons disons, les pesanteurs de la société et qui font que, en dehors du ménage, on considère que la femme n'a pas de valeur. C'est vrai que c'est important le ménage et je veux qu'on préserve les ménages. Malheureusement, aujourd'hui, je constate qu'il y a trop de divorces. Il y a trop de divorces parce que les gens ne s'acceptent pas mutuellement. Mais j'essaie de dire à la jeune génération qu'il y a toujours eu des problèmes dans les ménages, mais il faut les surmonter. Il faut les surmonter pour aller de l'avant, pour surtout les enfants et pour le bien-être de soi-même. Donc, je souhaiterais lancer un message aux filles pour qu'elles se battent, lancer un message à la société pour qu'elle considère que les filles sont égales aux garçons, depuis le ménage jusque dans l'administration. Il ne faut pas que dans l'administration qu'on considère, il faut donner beaucoup plus de chance aux femmes qu'aux hommes d'ailleurs, parce qu'on sait que quand les femmes réussissent, la réussite est plus totale. Donc vraiment, je souhaiterais que tout le monde se batte pour les violences faites aux femmes, que ce soit les violences, l'excision, que ce soit ces problèmes de viol, que ce soit des problèmes de bastonnade par les conjoints et pourquoi même des assassinats. Tout le monde, c'est toute la société guinéenne qui doit se lever. On ne doit pas en faire un problème des femmes. On doit en faire un problème de la société guinéenne. Parce qu'une femme guinéenne est une citoyenne comme un citoyen guinéen. Nous sommes égaux devant la loi, nous sommes égaux devant Dieu. Et donc, tout le monde devrait se battre pour que nous ayons les mêmes devoirs, mais aussi et surtout que nous ayons les mêmes droits. C'était le message de notre invitée, Madame Aminatou Bari. Elle est conseillère contractuelle du côté du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On arrive à la fin de cette émission. Madame, tout le plaisir a été pour nous de vous avoir dans cette émission. On espère vous dénicher, même si vous n'aimez pas le terme, pour des prochaines échéances qu'on aura également en parlant de la femme. Je vous remercie, mais j'insiste pour vous dire que je suis Camara Aminatou Bari. Ah oui. Je tiens à ça. Ah, Madame Camara. Je tiens au nom de mon défunt mari et qui est celui de mes filles. Oui. Je vous remercie. Merci et à vous également votre fidélité renouvelée à la télé du 21e siècle. Nous espérons tout simplement que vous avez éprouvé du plaisir à nous suivre dans cette émission consacrée à la femme guinéenne et on remet ça dès la semaine prochaine dans un autre numéro de Starcom. Restez connectés à la télé du 21e siècle car le meilleur reste à venir.